Bonjour, l'année s'achève, il est temps de faire un bilan stratégique de l'année 2020. Bien sûr, cette année aura été marquée par le Covid-19. Il a pris naissance fin 2019 en Chine, mais c'est en 2020 qu'il s'est répandu à l'échelle mondiale et qu'il est venu, à la surprise générale, bloquer l'ensemble de la planète. La planète s'est immobilisée, la planète a été confinée, les déplacements internationaux et d'ailleurs même nationaux ont été interdits et donc on est devenu immobile dans un monde qui bougeait tout le temps. Cela nous a pris par surprise alors que normalement de nombreux signaux d'alerte avaient été lancés sur le fait qu'une pandémie pourrait survenir et qu'il y aurait cet impact-là de bloquer un monde toujours en mouvement. Le coût économique a été extrêmement fort, le coût social aussi, puisque alors que progressivement, chaque année, des millions de personnes sortaient du seuil de pauvreté. Des dizaines de millions de personnes sont de nouveau entrées sous le seuil de pauvreté du fait des conséquences économiques de la Covid-19. Même une région comme l'Afrique, qui n'a pas été sanitairement atteinte, l'est d'un point de vue économique. Et on peut dire que l'Amérique latine l'est doublement, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Que l'Asie s'en sort un peu mieux, aussi bien d'ailleurs sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Et c'est l'Occident, États-Unis, Europe occidentale, qui paye un lourd tribut sanitaire avec le nombre de morts par habitant le plus élevé, mais également tribut économique avec une récession dans l'ensemble des pays occidentaux, tant en Europe qu'aux États-Unis et au Canada. Alors, toujours en 2020, lié d'ailleurs au Covid-19, cela est venu accentuer le duel entre les États-Unis et la Chine, un duel structurel, et le changement de président aux États-Unis ne va pas changer cela. Pourquoi le Covid-19 a eu un impact? Parce que Donald Trump pensait être réélu triomphalement. Il l'aurait d'ailleurs sans doute été si le Covid-19 n'avait pas eu lieu. Cela lui aurait donné l'argument d'une économie fantastique, avec un chômage au plus bas, une bourse au plus haut. La crise du Covid-19 est venue augmenter le chômage, faire chuter la bourse. Il a donc désigné la Chine comme étant le coupable, le bouc émissaire, alors qu'auparavant il félicitait Xi Jinping de la bonne gestion du Covid-19 par l'autorité chinoise, et donc il est venu ancrer définitivement la rivalité entre Pékin et Washington, mais par ailleurs cette rivalité est trop forte parce que du point de vue américain, être rattrapé par la Chine est quelque chose qui est profondément perturbant, pour ne pas dire angoissant. Les États-Unis sont habitués à être le leader du monde, la puissance numéro 1 mondiale depuis 1945, ça veut dire que tout Américain en âge d'être conscient de moins de 90 ans a toujours vécu dans un pays qui dominait le monde, que par ailleurs ils se sentent exceptionnels, et que le fait d'être rattrapé année après année par la Chine, avec cette accélération du Covid-19, est venu encore plus accentuer cela. Alors Trump, lui, du coup, a perdu les élections, même s'il n'a pas voulu reconnaître cette défaite pendant très longtemps, qu'il laisse des États-Unis profondément désunis. Biden va essayer de réparer tout cela, il va essayer de réparer la société américaine qui est profondément clivée, mais en même temps, Trump a une solide base électorale, il a eu plus de votants pour lui en 2020 qu'en 2016, et il va continuer à vouloir nuire à Biden pour faire échouer Biden, soit pour se représenter lui en 2024, soit pour espérer, en tous les cas, salir le bilan de Biden et rehausser le sien par comparaison. Et on voit qu'il a une emprise sur le parti républicain, que Trump est battu, mais qu'il va rester présent dans le paysage. La tâche de Biden consistera à essayer de réparer les relations des États-Unis avec la plupart des pays avec lesquels ils s'étaient dégradés, et notamment les alliés asiatiques, Corée du Sud, Japon et européens, tous les pays de l'OTAN, et Biden va sûrement faire un effort pour dire non, vous voyez, l'OTAN c'est important, alors que Trump le méprisait, non, et l'OTAN n'est pas obsolète, surtout qu'il a besoin des pays européens dans son duel par rapport à la Chine, et qu'il va essayer de mobiliser aussi bien d'ailleurs les alliés asiatiques, il faut y ajouter l'Australie et l'Inde dans une sorte de grande coalition anti-chinoise qui veut se mettre en route, et puis l'OTAN, dont le dernier document parle de plus en plus du défi chinois, voire de la menace chinoise, non pas menace militaire, mais menace quand même. Donc on voit qu'il y a ce danger finalement de faire de l'OTAN une arme anti-chinoise. Et donc c'est autour de l'affrontement, bien sûr affrontement non militaire, il n'y aura pas de guerre entre la Chine et les États-Unis, même si la situation de Taïwan est très problématique, mais l'affrontement stratégique, verbal, donc une sorte de nouvelle guerre froide pour certains entre Pékin et Washington, même si ce n'est pas tout à fait la guerre froide, parce que
Pékin n'est pas à la tête d'un système d'alliances globales, ils ont des alliances ponctuelles avec des pays, mais qu'il n'y a pas la même configuration qu'il y avait entre le bloc occidental et le bloc communiste pendant la guerre froide. Ce qui ressemble à la guerre froide, c'est que cette hostilité verbale est contenue par la dissuasion. Et que le fameux piège de Thucydide disant qu'il y a forcément un affrontement lorsque la puissance numéro 2 est en passe de dépasser la puissance numéro 1 parce que celle-ci ne peut pas admettre d'être rattrapée, il a le piège de Thucydide du temps des guerres du Péloponnèse, il n'y avait pas la dissuasion nucléaire, et cela change formidablement les choses. Et puis, il y a eu un moment européen pendant la crise du Covid-19. Tout d'abord, des réactions européennes éparses, individuelles, du chacun pour soi. Et puis, divine surprise, en tout cas, une accélération. Avec ce plan de relance, l'action de la Banque Centrale Européenne, une nouvelle commission qui se veut géopolitique et qui donc a obtenu un plan de relance vraiment très ambitieux, en brisant le tabou de la dette commune qui venait empêcher l'Union européenne d'agir réellement, une véritable solidarité, ce qui va faire que dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, où l'Europe était vue comme n'apportant plus grand-chose, ou au contraire étant punitive, ou venant mettre en accusation ces pays sur les flux migratoires ou sur leurs dettes, là, c'est l'Europe qui est venue au secours de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal pour éviter l'aggravation de la crise économique. Donc ça va faire baisser les sentiments anti-européens dans ce pays. Et on voit que les efforts de la Commission, ce dossier sera à suivre de façon très attentive en 2021. Par rapport aux GAFAM, là aussi, c'est au niveau de la Commission européenne que cela peut se jouer, les 27 ensemble. Disons d'ailleurs, avec un Brexit de plus en plus compliqué, que s'il n'y avait pas eu de Brexit, il n'est pas certain que ce plan de relance européen aurait été adopté, puisque les 4 pays frugaux, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche, ont finalement accepté le plan de relance. S'ils avaient été renforcés par le Royaume-Uni, on peut penser que le blocage aurait été beaucoup plus important et que ce plan de relance n'aurait pas été adopté tel quel. Il a été fait à 27, à 28, ça aurait été plus compliqué. Alors le Brexit va occuper 2021, ça fait 4 ans qu'il occupe l'actualité et on va voir, l'Europe va souffrir économiquement, ça va amener des problèmes économiques, mais on peut penser que le Royaume-Uni va être beaucoup plus perdant, qu'il perdra sa pertinence aux yeux du monde extérieur n'étant plus dans l'Union européenne et que le prix économique sera plus important. Au Proche-Orient, succès diplomatique pour Israël tous azimuts, avec la reconnaissance par les Émirats arabes unis, par Bahreïn, le Soudan, le Maroc. En même temps, problème politique intérieur pour Netanyahou, et puis le problème palestinien n'est toujours pas réglé, mais les Palestiniens sont abandonnés par à peu près tout le monde, et les deux pays qui soutiennent encore de façon militante la cause palestinienne n'ont pas très bonne presse au niveau international, puisqu'il s'agit avant tout de la Turquie et de l'Iran, qui sont extrêmement impopulaire au niveau international. 2020 aura été une année extrêmement négative pour l'Afrique, avec une récession économique qui touche de nombreux pays. L'Afrique s'est tenue à l'écart d'un point de vue sanitaire de Covid-19, mais elle souffre économiquement. Et puis aussi, une très grande déception en Éthiopie, ce pays où le Premier ministre a reçu le prix Nobel de la paix se lance dans une guerre civile interne qui est extrêmement inquiétante. Alors, bonne surprise, c'est le Soudan qui est passé en démocratie, mais on voit qu'il y a quand même, l'année 2020 n'aura pas été l'année des progrès continus d'un point de vue économique et démocratique en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections, mais on voit Côte d'Ivoire, Guinée, que les dirigeants en place n'ont pas échappé à la tentation du 3e mandat, contraire à la Constitution. Et puis la guerre civile en Syrie qui continue. Bachar el-Assad reste au pouvoir grâce à l'aide iranienne et russe, mais sa population paye un prix de plus en plus lourd et la reconstruction de la Syrie n'est pas pour aujourd'hui. Et c'est toujours des situations extrêmement chaotiques en Irak, en Libye et même au Yémen. En Amérique latine, le mouvement à droite s'est un peu arrêté après le Mexique, l'Argentine et la Bolivie sont repassés à gauche, mais c'est un paysage extrêmement éclaté en Amérique latine. Mais le problème, c'est que le Covid-19 et la chute de la croissance mondiale est venu avoir un impact extrêmement important sur le plan économique en Amérique latine. Voilà, bonne année à tous, on se retrouve en 2021 pour de nouvelles vidéos. On va continuer à essayer d'améliorer, grâce à votre aide, ce site et de poursuivre ce travail de pédagogie sur les questions géopolitiques.